Bonjour à tous, dans les prochaines minutes nous allons vous présenter la culture de maïs et son lien avec l'agriculture de conservation. Dieses Video gibt es auch in Deutsch, klicken Sie auf den Link. Le semi-direct dans le maïs, c'est quelque chose qui est important, surtout quand on parle d'érosion dans les pentes, mais aussi parce que le maïs est une culture qui se comporte bien en semi-direct et puis qui va très bien se mettre en place et s'implanter avec cette méthode de semis. Quand on parle d'agriculture de conservation, il y a non seulement la méthode de semis qui est importante, mais aussi tout ce qui va autour. On va parler de toute la rotation, que ce soit les cultures qui sont en place dans la rotation, mais encore les intercultures qui sont mises en place. Les intercultures qui peuvent être soit des engrais verts, soit des dérobés qui seront donc affouragés à du bétail. Mais ces cultures intermédiaires font partie intégrante du système d'agriculture de conservation. Le sol il doit être couvert en permanence pour le protéger contre les effets de la météo, du temps, de la pluie, mais aussi pour que les racines elles soient toujours présentes dans le sol, qu'elles le travaillent et puis qu'elles ramènent aussi de la matière aux êtres vivants qui travaillent dans le sol et puis qui vont effectuer justement cette préparation et puis cette décompaction du sol. Dans la région, l'agriculture de conservation n'est pas forcément très implantée. Il y a d'une part un manque au niveau de la formation qui est assez sensible et puis dans la pratique. Et puis il y a toujours cette idée qui reste que si on ne travaille pas le sol, il n'y a rien qui va pousser. Et puis on en a la preuve ici aussi, ce n'est pas toujours le cas. Et puis c'est un système qui va prendre plusieurs années pour se stabiliser et se mettre en place. Et si on revient par exemple avec des pommes de terre tous les 5 ans, on va à chaque fois travailler le sol et puis on n'aura pas la mise en place de ce système sur la durée. Le semi-direct, il va demander d'avoir une structure du sol qui soit déjà bien aérée et puis bien préparée avant la mise en place des graines, vu qu'il n'y aura pas de travail préalable du sol. Traditionnellement, dans la région ici, on va implanter un mélange de prairies avec des raies gras et puis des trèfles qui vont faire 2 récoltes, une l'automne, une le printemps, et puis ensuite le mélange sera détruit pour mettre en place le maïs. Cette stratégie, elle doit être plus ou moins mise de côté en agriculture de conservation. D'une part parce que les raies gras ils vont absorber beaucoup d'eau, et puis d'autre part parce que la structure du sol qui est préparée par ces plantes, elle sera moins bonne. Pour remplacer cette stratégie-là, il y a plusieurs options. La première, la plus simple, c'est d'abandonner la partie fourrage et puis de se dire on va faire un engrais vert uniquement gélif, donc on va semer quelque chose après la culture précédente, un engrais vert gélif qui va se détruire par le gel pendant l'hiver, et puis ensuite la mise en place de la culture. La problématique qu'on rencontre avec ce type d'engrais vert, c'est que le salissement du sol il est assez important au printemps, et puis qu'on a aussi peu de couverture du sol, vu que les résidus vont se dégrader assez fortement pendant l'hiver. Pour pallier à cette problématique-là, on propose d'avoir des engrais verts qui sont hivernaux, avec des plantes qui vont passer l'hiver, donc qui auront une croissance un peu plus faible à l'automne, et puis qui vont pousser au printemps, couvrir le sol. Ici, le volet de la destruction est plus important, vu qu'on n'aura pas le gel qui va faire son travail, et puis qu'il faudra intervenir avant le semis, soit avec un herbicide, soit avec des stratégies mécaniques sans travailler le sol. Voilà, alors ici on se trouve à la limite entre 2 engrais verts différents. À droite un engrais vert complètement gélif et puis à gauche un engrais vert non gélif. On voit sur ma gauche un paillage qui est assez dense et de couleur claire. Et puis sur la droite on voit que le sol est relativement noir avec peu de couverture. À gauche avec des plantes qui sont légèrement plus petites et moins développées qu'à droite. Cela peut être dû d'une part à la couleur claire de l'engrais vert qui réfléchit la lumière, tandis qu'à droite avec la couleur foncée du sol, l'énergie est absorbée, le sol se réchauffe un peu plus vite. D'une autre part, un autre élément qui peut être important dans ce cadre-là, c'est le rapport C sur N des différents couverts. Ici avec quelque chose de beaucoup plus pailleux et puis un rapport C sur N qui est beaucoup plus élevé et donc une dégradation qui va absorber un peu d'azote et peut-être ralentir aussi la croissance de la plante. Maintenant, ces engrais verts qui sont non gélifs, en automne, ils vont produire peu de biomasse. Et puis le but en agriculture de conservation, c'est d'avoir toujours beaucoup de masse qui va pousser, de couvrir le sol pour pouvoir concurrencer les mauvaises herbes. Donc comme alternative à cela, on a proposé maintenant des engrais verts à 2 utilisations. C'est-à-dire qu'on va semer un engrais vert gélif, et puis dans cet engrais vert gélif, on va ajouter des plantes qui sont non gélives. À l'automne, l'engrais vert gélif va être roulé pour permettre aux plantes non gélives de s'implanter, et celles-ci vont se développer au printemps. On a ainsi les 2 avantages du couvert non gélif qui va couvrir le sol pendant l'hiver, le protéger des intempéries, et puis du couvert gélif qui va produire beaucoup de biomasse à l'automne.
Bien entendu, ces deux méthodes, donc engrais verts 100% gélif ou bien engrais verts non gélif ou à 2 utilisations, peuvent permettre une utilisation fourragère aussi, donc c'est-à-dire qu'on pourra récolter, au lieu de rouler l'engrais vert et puis de le restituer directement au sol, on peut se permettre de l'exporter et puis le choix du mélange à ce niveau-là, il sera important. Autre chose qui n'est pas à négliger quand on parle d'engrais verts ou de couverts, c'est aussi le prix d'implantation. Quand le couvert est utilisé pour l'affouragement du bétail, le prix a une moindre importance vu qu'il y a une valorisation de cette matière qui va permettre un retour économique. Par contre, un engrais vert qui sera entièrement restitué au sol, il faut faire attention à ce que le coût ne soit pas trop important. En fait, ce qui est important là, c'est qu'on va investir de l'argent dans la plante, dans les semences, et puis cet argent, il ne sera pas investi dans le travail mécanique du sol puisqu'on va économiser aussi des passages de machines, des heures de tracteur, et puis ça c'est aussi non négligeable et c'est des fois bien souvent oublié. Le choix de l'engrais vert, il a aussi une importance sur l'implantation de la plante après et aussi sur la rotation. On ne va pas choisir les mêmes espèces dans son mélange d'engrais vert en fonction de la rotation. Le maïs, c'est par contre une plante qui accepte beaucoup d'autres espèces. Il y a peu de transmission de maladies sur le maïs de par les engrais verts. Donc on peut se permettre d'avoir des engrais verts assez complexes. De toute façon, il faut composer un mélange. On ne va pas se mettre un engrais vert avec une espèce pure, on va de toute façon faire un mélange. Et la composition du mélange va dépendre aussi de l'utilisation qu'on va en faire. Si on veut faire une utilisation fourragère, on va composer un mélange qui soit équilibré entre graminées, céréales et légumineuses. Si on veut faire un engrais vert qu'on va restituer au sol, il faudra se poser la question, quelle utilité est-ce que j'en ai? Quel est mon but? Si on veut produire le plus de biomasse possible, on va faire quelque chose qui soit relativement chargé en céréales et puis peut-être un peu moins chargé en légumineuses. Maintenant, si on parle d'agriculture biologique par exemple, on n'a pas d'azote minéral à restituer. Le fait de charger beaucoup en céréales, ça va absorber de l'azote. Donc là, on va rechercher plutôt le volet légumineuse pour restituer plus d'azote au sol. Avec l'inconvénient que le mélange se dégradera plus vite et qu'on aura moins de paillage entre les lignes de semis. Voilà, alors ici on se trouve sur un autre essai qui a été mené dans cette parcelle. On voit donc la partie de droite qui a été traitée avec un glyphosate avant le semis et la partie de gauche, donc dans l'idée de réduire les herbicides, elle n'a pas été traitée au glyphosate. Il y a eu un passage de rouleau avant le semis et puis depuis, plus aucune intervention, que ce soit à droite ou à gauche. On voit ici bien l'intérêt du passage avec le glyphosate avant le semis. Suivant les conditions et puis les terrains, on pourrait même imaginer avoir une seule unique intervention avant le semis avec le glyphosate. Ici peut-être au terre noire un peu plus difficile, mais avec un sol qui reste relativement propre. Et puis à gauche, donc la partie qui n'a pas été traitée au glyphosate est régulée uniquement mécaniquement, avec aussi un autre essai de désherbage entre les lignes. Si on parle de réduction au niveau des herbicides, ça sera plus difficile en agriculture de conservation. On a des machines maintenant qui commencent à se développer pour travailler entre les lignes, mais on est toujours un petit peu appuyé sur l'utilisation d'herbicides pour limiter la pression, que ce soit des mauvaises herbes ou du couvert. L'avantage, si on a un couvert qui pousse, on sait comment le réguler. Certaines mauvaises herbes sont plus difficiles à réguler que le couvert. C'est pour ça qu'on cherche à avoir quelque chose de maîtrisé qui va pousser, qu'on saura comment contrôler. On voit à gauche un paillage relativement dense qui va concurrencer les mauvaises herbes de manière importante, tandis que sur la droite, un sol qui est redevenu nu et des mauvaises herbes qui vont pouvoir se développer, qui auront accès à de la lumière. Donc si on parle d'un couvert qui ne va pas hiverner, la destruction se fera par l'hiver, par le gel. De manière générale, on n'a pas besoin d'intervenir sur ces mélanges-là, ils vont geler par eux-mêmes. Si on a un mélange hivernaux maintenant, la destruction sera importante. Donc on voit ici la partie qui a été désherbée avant le semis, que le maïs il a levé un peu plus vite, il s'est un peu mieux développé, donc il est relativement sensible à la concurrence au jeune stade. Donc c'est vraiment important, jusqu'à 4-6 feuilles pour le maïs, de réussir à maintenir une concurrence aussi faible que possible. Une destruction avant le semis s'impose, donc par roulage ou alors par intervention chimique, afin de permettre l'implantation correcte de la culture. En fonction des mélanges choisis et de l'époque de semis, on pourra se passer d'une ou l'autre destruction. Si on prend par exemple un seigle, une fois que le seigle aura épillé, si on le couche mécaniquement sur le sol, l'intervention chimique pourra être limitée, vu qu'un seigle épillé n'aura pas tendance à repousser. Tout ça, c'est aussi à évaluer au cas par cas en fonction des dates de semis et ça influencera également le choix du mélange. Si maintenant on parle des couverts à 2 utilisations, au niveau des engrais verts, c'est important d'effectuer une destruction à l'automne en fonction de la météo entre mi et fin octobre afin de permettre aux couverts hivernaux de se développer
Sinon, on aura la concurrence qui sera trop importante et puis le mélange ne va pas pouvoir s'implanter et hiverner. On voit ici qu'on a encore de la matière vivante, ici de la veste velue qui a hiverné. Et puis la question se pose, comment réguler cette matière? Sur le reste de la parcelle, il y a une application de glyphosate. Ici, on s'en est passé. Avant le semis, il y a eu un passage de rouleau, FACA, pour détruire la végétation, la freiner. Et ensuite, le semis a été effectué. Maintenant, ce qu'il y a eu de spécial sur cette partie-là, c'est qu'on a utilisé une machine innovante, donc avec un rouleau FACA interligne, qui a travaillé ici l'espace entre les deux lignes de maïs. On voit qu'on arrive à réguler facilement, ou au moins on y arrive, tout ce qui est entre les lignes. Par contre, on a toujours la problématique de réguler la mauvaise herbe sur la ligne. Pourrait être solutionné en travaillant soit avec de la bonne fraisée, donc en travaillant le sol seulement sur une petite partie, mais du coup en éliminant cette problématique, ou alors simplement en utilisant un herbicide localisé sur la ligne de semis. Et comme ça, on arrive à diminuer la quantité d'herbicide de 50 à 75% en fonction de ce qui est traité, avec donc de bons résultats et puis une efficacité qui semble être au rendez-vous. Un autre point important dans l'agriculture de conservation, et puis il est central dans toutes les discussions, c'est le sol. Vu qu'il n'y a pas de travail du sol qui va se faire, il est important de ne passer sur le terrain qu'à des moments où il est assez ressuyé, où c'est assez sec pour éviter tout tassement. Et puis au niveau du placement de la graine, au niveau du semis, c'est aussi important d'aller le mettre en place dans des conditions plutôt sèches. Un désavantage de l'engrais vert qui est 100% gélif, c'est qu'au printemps, on aura un ressuyage qui va se faire plus lentement. Ça peut pousser à mettre des engrais verts non gélifs qui eux poseront plutôt le problème de la destruction. Mais à ce niveau-là, on aura moins d'eau dans le sol et puis un sol qui va sécher plus vite et puis qui va nous permettre plus rapidement de venir effectuer les travaux. Maintenant, on se retrouve vers une machine qui est spécialement bien équipée aussi pour l'agriculture de conservation. Alors, des chasse-débris qu'on retrouve ici, qui est important par rapport à l'agriculture de conservation et aux couverts végétaux pour avoir un meilleur suivi du sol et puis un meilleur réglage. Par contre, ça permet dans tous les cas, que ce soit mécanique ou pneumatique, d'enlever les débris végétaux de la ligne de semis et de permettre un placement très précis de la graine. Quelque chose de spécial aussi sur cette machine, donc ici on a les roues qui règlent la profondeur de semis. Et puis sur cette machine-là, il y a une mesure de la force sur ces roues ici. Ça permet de rendre compte au chauffeur du besoin en force pour rentrer la machine dans le sol et puis de pouvoir régler la machine en fonction des conditions de terrain. Et s'il y a besoin de plus de force ou moins de force, on peut régler depuis la cabine la force appuyée sur l'élément. Une autre thématique importante quand on parle du semis du maïs, c'est le placement de l'engrais au moment du semis. Il y a des essais qui se sont faits. Alors chez nous, on utilise souvent plutôt de l'engrais solide et puis il est placé à côté de la ligne de semis. Et puis cette année, il y a des essais qui ont été faits avec de l'engrais liquide. Bien entendu, il faut avoir le bon engrais, puisqu'avec certains engrais, le risque de brûlure est important. Mais en mettant l'engrais liquide sous la ligne de semis, les résultats ont été meilleurs. Et puis la croissance racinaire a été augmentée et les racines se sont développées beaucoup plus rapidement. Donc en choisissant le bon engrais et en le plaçant au bon endroit, on arrive à augmenter l'efficacité de cet engrais placé dans la ligne de semis. Ici, le premier disque qui permet d'amener l'engrais, que ce soit solide ou liquide, à côté de la ligne de semis. Spécialement sur cette machine, on peut également amener l'engrais liquide ou solide dans la ligne de semis. On le voit ici avec le dépôt de l'engrais liquide. Une autre possibilité pour installer un engrais vert dans la culture de maïs, ce serait le sous-semis. Ici, on va attendre que le maïs soit au stade 4 à 6 feuilles pour implanter un sous-semis, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une interculture, un engrais vert, sous la plante de maïs. Le but, c'est que ces graines, elles germent, qu'elles s'implantent gentiment, et puis à la récolte du maïs, elles puissent obtenir de la lumière et puissent développer et faire office d'engrais vert après la récolte du maïs. Ça peut être intéressant dans les cultures de maïs qui sont récoltées tardivement, vu que les conditions de semis seraient mauvaises, ça évite de rentrer dans le terrain quand les conditions ne sont pas bonnes. Par contre, le désavantage avec des récoltes tardives, c'est que le développement sera assez faible de ce mélange. Pour conclure, je pense que l'agriculture de conservation, c'est un système qui doit se développer. Il faut que la formation fasse aussi le pas dans ce sens-là. Et puis, je pense qu'avec toute la question des pesticides et puis tout ce qui tourne là autour, il faudra aussi des développements au niveau de la technique, des technologies et puis des machines pour permettre de
concilier les deux volets, donc l'agriculture de conservation et puis la réduction des pesticides dans les cultures. Je pense que l'agriculture de conservation aura ainsi un bel avenir devant elle.